Il y a comme ça dans la vie de belles rencontres, quand on a l'opportunité comme moi de croiser des personnalités du monde de l'entreprise, de la sphère politique et des leaders d'opinion, on peut vite cerner à qui on a réellement affaire et percevoir souvent, vous l'avez remarqué vous aussi, le décalage entre les bonnes intentions affichées et la réalité de la personne, entre, comme on dit, la com pure et la réalité. Alors j'ai eu le privilège de rencontrer Jean-Dominique Senard grâce à André Enodi, et j'ai tout de suite senti, et je pèse mes mots, de la gentillesse, de la considération et de l'attention à l'autre. Et au-delà de l'homme, c'est le leader, le grand capitaine d'industrie que nous avons l'immense privilège d'avoir avec Muriel Pénicaud comme invité d'honneur de DPA 2023. Merci Jean-Dominique Senard de votre confiance et de votre présence. On vous accueille sur scène. Merci de nous rejoindre. Venez vous installer près de moi. Voilà. Installez-vous, je vous en prie. Oui, voilà. Donc on est en proximité. Merci d'être là, d'avoir répondu présent quand je vous ai proposé. Vous m'avez dit oui, donc ça m'a fait tout de suite plaisir et on est ravis de vous avoir. Ce que je vous propose, on est ensemble pendant 1 heure, comme nous l'étions l'année dernière avec Jean-Pierre Raffarin, une 40aine de minutes d'échange, vous et moi, et puis après, les questions-réponses. Déjà, peut-être réaction à ce qu'on vient de voir, aux images qu'on vient de voir, et on voit que ça résonne à plusieurs niveaux, hein, géopolitique, écologique, démographique, économique, industriel, social, bref, beaucoup de sujets. Comment est-ce que vous voyez le monde basculer ? Vaste question. Effectivement, bon, d'abord bonjour à tous et à toutes, et bonjour à tous les amis que je reconnais là. Ça fait plaisir, Muriel, de se retrouver. Nous nous sommes connus depuis longtemps dans des circonstances différentes, et voilà, enfin c'est merveilleux de se retrouver là. Évidemment, le thème de l'entrée était un peu hard, hein, c'était... Bon, j'espère que vous avez gardé le moral, parce que sinon, pas mal se terminait. Et je voudrais tout de suite d'entrée de jeu dire qu'il faut absolument qu'on garde l'optimisme, parce que évidemment après une séquence pareille on peut un peu désespérer. Les choses qui sont frappantes, c'est l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire que cette bascule va à une vitesse qui n'était pas anticipable il y a une quinzaine d'années, et cette bascule elle concerne en effet tous les champs. Parfois des liens entre eux d'ailleurs, entre la géopolitique, la sociale, l'économique, la technologie. Dieu sait ce qu'on pourrait rajouter dans le panier. Si on regarde la photo sans regarder nécessairement les causes, on voit déjà que sur le plan international, le sujet géopolitique reprend une dimension considérable, qu'on avait peut-être tous un peu oublié dans les années 90 et 2000, encore qu'on commençait peut-être à se dire que le monde bougeait. Cette dimension géopolitique est en train, en réalité, sur tous les plans, de marquer notre vie et d'avoir une influence sur toutes nos actions, que ce soit une action d'entreprise ou même parfois peut-être plus personnelle. Des notions de bloc, hein, quelque part. Oui, alors évidemment, on va pas reprendre toute l'histoire, parce qu'il faudrait être André Malraux pour faire des fresques mondiales comme ça. Malheureusement, je ne suis pas André Malraux. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire récente, partant de la domination absolue des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, quand je dis domination absolue, c'était la puissance mondiale, il n'y en avait pas deux. On a vu des évolutions impressionnantes à partir des années 70, avec l'affaiblissement des États-Unis. C'était un début de retrait des États-Unis du monde extérieur à travers l'échec de la guerre du Vietnam. Rappelez-vous tout cela. La fin des accords de Bretton Woods, qui était en fait quand même un signal de domination des États-Unis. Enfin, on pourrait reprendre tous ces éléments. C'est passionnant d'ailleurs quand on reprend l'histoire. Et puis, à partir des années 70, il y a eu un premier transfert de puissance. Première bascule, quelque part. Vers le Moyen-Orient, indiscutablement. Et ça a été quand même l'objet, rappelez-vous, plus que des commentaires, mais même des considérations militaro-politiques. C'est vrai, un transfert très, très puissant, hein, avec la crise du pétrole et tout ce qui s'en est suivi. Et là, vous avez eu plusieurs choses se dessiner qui sont en fait à l'origine de ce que nous voyons aujourd'hui naître, qui est en fait une archipélisation du monde. Et comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, effectivement, d'abord un affaiblissement général relatif plutôt des États-Unis d'Amérique, une montée en puissance, j'allais dire, de la Chine, qui est
astucieusement avait capté tout ce qui pouvait être pris de bon des États-Unis dans leur esprit en l'adaptant à la Chine. Deng Xiaoping a été de ce point de vue-là un maître extraordinaire, parce qu'il a eu le sens du moment après le coup d'avance, hein, quelque part. Le coup d'avance, oui, parce qu'il avait compris qu'il pouvait adapter une forme de capitalisme dans sa façon la plus agressive à un système totalement antidémocratique. Enfin, je rappelle l'article 1 de la Constitution de la République chinoise qui dit que la Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire. Voilà, avec ça... C'est un peu une antinomie. Ça ouvre des horizons, hein, si vous voulez. Voilà. Et donc, vous avez vu monter lentement la Chine en puissance, et c'est à partir des années 90-2000 que le décollage a été impressionnant. Voilà. Et donc, dans toute cette période-là, parce qu'on pourrait y passer des heures, vous avez vu naître des entités. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et moi je l'avais remarqué dès les années 2005, on avait les premières vraies notions de nationalisme, de protectionnisme, etc., qui venaient des pays émergents, qui commençaient à réaliser qu'à travers la mondialisation, qui était en fait le grand phénomène du moment, eh bien, elles étaient en fait très riches de matières premières, qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient en fait exploitées par d'autres alors que ça leur appartenait. Et rappelez-vous, l'Indonésie, dès 2005, commençant à fermer ses frontières. Il y a eu tout un tas de mouvements qui au début passaient un peu inaperçus, mais qui se sont accélérés brutalement après la crise financière de 2008-2009. Et franchement, des mots qui étaient très peu utilisés comme nationalisme, protectionnisme, populisme dans les années 2000, à partir de 2010-2012, sont devenus des mots du vocabulaire quotidien. Et on a vu se monter en régime non seulement des grandes puissances, mais des puissances militaires. Et parce que pour moi, je veux dire, il y a un lien évident entre la puissance économique et la puissance militaire. On pourrait y revenir si vous voulez là-dessus, mais c'était très clair. Et donc au-delà du bloc chinois qui, évidemment, a vécu ce que nous savons et qui est devenu aujourd'hui un des premiers blocs mondiaux politiques et économiques, à côté des États-Unis, qui étaient ce qu'ils étaient quand même, avec une puissance économique qui est demeurée, même si elle n'était plus là forcément la grande leader mondiale, vous avez vu des puissances naître venant du monde entre guillemets émergent. L'Inde, vous avez vu le Pakistan, vous avez vu la Turquie, vous avez vu l'Iran, avec cette dissémination de risques de les fameux BRICS atomique, dont on parlait à l'époque. Oui, mais c'est très intéressant. Et si vous avez vu, là, vous regardez, vous commencez à faire un puzzle, parce que le monde devient un puzzle et non plus un archipélisation. C'est l'archipélisation dont on parlait. Alors, on peut revenir sur les causes, et c'est intéressant parce qu'il y en a, et on peut échanger là-dessus. Mais aujourd'hui, si on simplifie un peu les choses, vous avez donc deux grands pôles quand même dominants qui sont l'Amérique du Nord, qui reste aujourd'hui, qui tente de revenir à une puissance mondiale absolument indiscutable, la Chine qui est ce que nous savons, et puis un certain nombre d'autres blocs qui sont en soi d'ailleurs des puissances assez toniques, si je puis dire, et qui cherchent des alliances ou que les grands blocs cherchent à englober, si je puis dire, dans leurs problèmes. Je pense à la Russie et la Chine, par exemple, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les détails. Et je pense aux États-Unis qui tentent aujourd'hui de mettre l'Inde dans leur orbite géopolitique, en opposition évidemment avec la Chine. C'est des exemples parmi d'autres, mais au total, la bascule aujourd'hui est impressionnante parce qu'elle devient très difficile à lire. Et le problème pour nous, c'est que l'Europe, puisque nous sommes là, est au milieu de ce combat un peu étrange et probablement un peu singulier, parce que nous n'avons pas fait ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire se regrouper de façon, j'allais dire, substantielle et structurelle au travers d'une force européenne politique qui est à la fois économique, politique et militaire. Trop naïf, les Européens? Certainement, d'une certaine manière. Et nous avons probablement, à cause d'ailleurs de notre multiculturalisme à l'intérieur même de l'Europe, nous n'avons pas su saisir cette chance qui était de dire attention, le monde est en train de changer, les blocs se constituent,
oui, nous sommes ouverts au monde, oui, nous voulons rayonner partout, etc. Mais en attendant, nous nous sommes probablement fait prendre au piège par une forme de naïveté. On pourra y revenir parce que ça a des conséquences sur tous les suspects habituels, c'est-à-dire l'industrie et notre économie en général. Et donc, le danger que je vois aujourd'hui, parce que je conclure là-dessus, c'est que dans cette nouvelle géopolitique, où les rapports de force, ne nous y trompons pas, sont en fait malheureusement, la clé de tout. Il ne faut pas s'y tromper, ne soyons pas naïfs. Toutes les grandes puissances dont je viens de parler sont des puissances économiques, militaires et politiques. Et quand je dis militaire, je ne me trompe pas. Tout le monde se réarme. En ce moment, on a rarement vu autant de réarmement, même en Europe. Vous voyez l'Allemagne se remettre et pardon de vous couper, Jean-Dominique Senard, mais vous parliez tout à l'heure de la Turquie. On est loin de la démocratie, très armée, et je lisais un article. Il y a plus d'avions qui décollent de l'aéroport d'Istanbul que de l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc économie aussi. Hein. Mais c'est lié. Ne nous y trompons pas. C'est la grande naïveté, ça consiste à dire mais non, tout ça, etc. Mais non, c'est totalement lié. Alors voilà, j'espère que je ne choque pas, mais malheureusement c'est un peu vrai. Et quand en Europe on parle de souveraineté, de tentative de souveraineté, ce que je peux comprendre, ça passe pas simplement par le lien économique qu'on peut avoir entre nous, c'est-à-dire un marché ouvert, mais ça passe par une unité politique et militaire. Voilà. Donc ça veut dire nous sommes totalement incapables de faire en Europe aujourd'hui. Je vous rappelle les débats franco-allemands sur le sujet, c'est surréaliste. Voilà. Donc voilà, je m'excuse parce que on pourrait passer des heures trop naïf, si je vous suis bien, mais pas assez réaliste. Indiscutablement, par bien des aspects, oui, ça n'empêche pas que les esprits réfléchissent, les esprits s'inquiètent, les esprits commencent à émerger. Il y a une prise de conscience de tout ça maintenant. La preuve, c'est qu'on en parle entre nous. Mais de là à l'action réelle, est-ce qu'on aura le temps ? C'est ça mon inquiétude, si vous voulez. Est-ce qu'on aura le temps de nous renforcer suffisamment pour faire face à cette nouvelle géopolitique qui est là pour quelques années quand même ? Je vais vous livre simplement mon inquiétude, c'est que j'ai peur que le temps passe trop vite et que nous laissions passer notre chance. Et je parle de l'Europe. Voilà. Alors on le voit, un bascule géopolitique avec ses conséquences et ses imbrications au niveau économique. On peut parler aussi, alors bascule environnemental, bascule démographique aussi. Hein. Ça va rebattre les cartes. Hein. Ah oui, indiscutable. Enfin, bien sûr. Et on est en train d'en voir les premiers signaux parce qu'au milieu de tout ce qu'on vient de se dire là, on a traversé un certain nombre de crises que vous connaissez tous, qui sont d'ailleurs, à la différence d'autrefois qui étaient séquentielles, maintenant elles sont cumulatives. Ce qui est bien que du coup, là, maintenant, on se retrouve à gérer un environnement invraisemblable. La démographie en fait partie. Mais c'est tellement vrai. Que parce que souvent on théorise sur le thème la démographie, l'évolution va provoquer des guerres du futur, etc. On le voit déjà. Enfin, bon, chacun a sa thèse dessus, mais sur la guerre avec l'Ukraine, on voit si on creuse un peu le sujet que une chose qui tracassait certainement les dirigeants russes, c'est ce déséquilibre démographique qui était en train de s'instaurer avec la baisse de la population, entre guillemets, slave, russe authentique, et la poussée du monde asiatique à l'intérieur même de la Russie. Je suis absolument certain, même si c'est une thèse, hein, que ça a joué un rôle dans l'idée de reconquérir des terres qui étaient considérées comme russes, parce qu'il s'agissait de rééquilibrer des mouvements démocratiques. Alors, voilà un exemple parmi d'autres. Je n'évoque pas, bien entendu, tout ce qui va se passer en Afrique, etc., dans les années qui viennent, mais vous savez ça par cœur, avec des éléments de migration qui vont arriver et auxquels on est mal préparé, indiscutablement. Mais vous voyez, cet exemple-là montre que vous avez raison. Voilà. Et alors, il y a certainement un autre sujet, mais je ne sais pas si on va l'aborder là, il y a une explication à tous ces grands mouvements, parce qu'il y a un lien entre tout ça et l'évolution des systèmes économiques. Et je pense que là, pour le coup, il y a quelque chose de très intéressant. Oui, alors on voit hein, donc cette bascule macro que vous venez de brosser rapidement, Jean-Dominique Senard, et on pourra y revenir avec vous, évidemment, dans l'assistance. Il y a aussi le capitalisme qui bascule, de plusieurs manières. Hein, oui, alors, absolument. Et du coup, ça complète la photo que je veux faire, parce que on peut faire un film là, sur ce qu'on vient de dire. Mais par contre, au fond, c'est très intéressant de voir que le système économique a été un des grands moteurs de cette évolution géopolitique. Là aussi, il faut faire un tout petit peu d'histoire, parce que sinon, on ne voit pas le film. Remettre en perspective. Oui, mais quand même, voyez-vous, je parlais de la grande puissance des États-Unis après la guerre. On était en plein Fordisme, comme on disait à l'époque.
c'est-à-dire un capitalisme qui était un capitalisme assez social, pour tout vous dire. Rappelez-vous le New Deal avec Roosevelt, etc., après la guerre, c'était des capitalismes incroyablement sociaux, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais qui intégraient une forme d'accord entre l'État, la nation, les entreprises et le monde social et économique. Cette unité-là était très forte. Et c'est l'époque où on disait ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis et vice-versa. C'était l'époque où... Oui, je crois me rappeler, vous allez m'interrompre si c'est pas vrai, que Ford s'était dit donnons les moyens à nos ouvriers d'acheter des voitures. En fait. Oui, non, mais absolument. Et c'est lui qui a dit cette phrase qui est en première page du rapport que j'avais eu l'honneur de remettre Muriel il y a quelques années avec Nicole Nota, et qui disait que l'entreprise est là pour faire des profits parce que sinon elle va disparaître, mais si elle ne fait que ça, elle va disparaître aussi parce qu'elle aura perdu son âme. C'était fort dans les années 30. Donc ce Fordisme, et qui était porté par des grands politiques comme Roosevelt, etc., a dominé le monde à un moment donné, notamment américain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après l'affaiblissement des États-Unis, dont je viens de vous parler, des années 70, avec le Vietnam, la fin de Bretton Woods, le fait que le monde commençait à considérer que les États-Unis commençaient à devenir une puissance secondaire, vous avez vu naître aux États-Unis un nouveau capitalisme qui était porté par des grands économistes comme Friedman, relayé par des grands politiques, je dis grands parce qu'ils étaient puissants et influençants, comme Reagan aux États-Unis, Thatcher, par exemple, en Europe, enfin en Angleterre, qui était au fond un capitalisme qui considérait tout ça, ça commence à devenir un peu la pagaille, ce Fordisme a passé son temps, il faut maintenant dire que l'entreprise est là pour faire des profits, et c'est l'essentiel. C'est ça son devoir, et puis l'État peut se charger de l'intérêt général. Et donc il y a eu cette espèce de rupture qui a conduit petit à petit, et c'est très important, à une évolution géopolitique. Et voilà comment ça s'est passé. Parce que cette réaction forte d'un capitalisme que j'appelle anglo-saxon, qui est un capitalisme beaucoup plus de court terme, un capitalisme disons de recherche de profit immédiat, le profit le plus élevé possible. Les fameux quarters, hein, c'est ça. Enfin, entre autres, dans la modalité, a commencé à gagner du terrain, et il a atteint la Chine. Et c'est, rappelez-vous, les visites de Nixon en Chine, etc., à ce moment-là, c'est là que les choses se sont commencées à se greffer. Et quand je parlais de la Chine tout à l'heure, c'est à ce moment-là que Deng Xiaoping a piqué l'élément du capitalisme américain naissant pour l'adapter à la Chine. Et ça a donné ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire d'une puissance incroyable, mais dont, encore une fois, l'orientation est non démocratique. Et vous voyez, ça a commencé à gagner l'Europe. Et c'est là où on se dit parfois l'Europe avait des faiblesses, parce que dans les années 70-80, elle n'avait pas commencé à réfléchir à cette puissance de souveraineté politique. Et donc, ce capitalisme a gagné. Rappelez-vous, la France a été gagnée par cela, assez curieusement d'ailleurs, avec un gouvernement socialiste, qui, après les années 82-83, a versé complètement et de façon très directive vers une forme d'ouverture capitaliste libérale incroyable. Rappelez-vous les dénationalisations des années 85, 86, 87. Rappelez-vous la création des marchés à terme. Rappelez-vous la force de la puissance de la finance. Loin des premières années. Ah non, mais attendez, c'était juste un autre monde. Et on est en train en fait, on était en train de se soumettre, entre guillemets, à cette espèce de forte influence du capitalisme anglo-saxon, qui a commencé je dirais, à démontrer que la détention des capitaux des entreprises françaises passait en grande partie à l'étranger. Je vous rappelle qu'entre 70 et 2010, la détention est passée de 5% à 40%, c'est pas à peu près, donc c'est impressionnant. Et donc, la France a basculé dans ce monde-là. Et ça a provoqué, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, des phénomènes massifs comme la désindustrialisation dont on souffre aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc, ce capitalisme anglo-saxon a marqué un terrain qu'il n'avait pas avant. Et on se retrouve petit à petit avec une opposition frontale entre ce capitalisme-là, le capitalisme d'État chinois dont je viens de parler, et au milieu, une forme de marais qui est celui de l'Europe, qui cherche sa voie et qui, à mon avis, ne l'a pas encore trouvée.
Et voilà pourquoi c'est important de parler du capitalisme aujourd'hui, parce que voyez-vous, l'Allemagne, par exemple, elle n'a pas changé. Le capitalisme allemand, rénan, qui était celui de la culture européenne du départ, celui qui a créé le traité de Rome, celui où on parlait de l'économie sociale de marché, ça venait d'Allemagne, tout ça. Cogestion. Oui, on traduit par la cogestion. La France, elle a basculé. Dans les années 80, elle est passée, j'allais dire, sous une forme de domination d'un capitalisme anglo-saxon. L'industrie était presque au service de la finance, et je suis bien placé pour le savoir. Quand j'ai vécu les épisodes de Péchinet, j'ai vécu tout ça dans la souffrance, et je voyais très bien qui dominait, en quelque sorte, je dirais, notre économie à l'époque. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 2009-2010, la crise financière dont vous vous souvenez peut-être, qui a été une crise majeure, une crise industrielle à la fin, parce qu'elle avait commencé comme financière, a montré les limites du système du capitalisme anglo-saxon. Et là, on a commencé à voir naître une forme de réaction contre ce capitalisme, une forme de rejet, un sentiment dans nos sociétés, notamment européennes, disant mais attendez, mais tout ça, tout ça pour ça. Cette mondialisation, on l'a ratée. Il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui en profitent. Il y a deux mondes qui se créent. En plus, la tension environnementale commence à monter. On se dit mais la tension devenait palpable, si vous voulez, entre ceux qui pouvaient, ceux qui pouvaient pas. La révolution numérique, tout ça est arrivé en même temps et a créé une forme de dualisme dans nos sociétés qui a été le terreau, je vous le dis, de la montée des populismes dans nos sociétés, en particulier en France. Souvent, c'est lié. Et là, je dis attention, parce que c'est à partir de ce moment-là que si nous ne posons pas réellement la question de ce que doit être notre capitalisme dans l'avenir, nous pouvons risquer des crises sociales sans fin, dont on ne sait absolument pas où elles vont nous mener. C'était il y a 5 ans où je travaillais dans les bureaux de Muriel, où on travaillait sur ces questions justement d'avenir de l'entreprise à travers l'avenir du système économique. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de l'avenir possible d'un capitalisme responsable. Et ce que je veux dire par là, c'est cette troisième voie qui, entre le capitalisme anglo-saxon que je viens de décrire et le capitalisme d'État asiatique, est la seule voie possible pour moi, pour l'Europe, dans les années qui viennent. Et il faut se dépêcher. Parce que ce capitalisme est un capitalisme qui est un capitalisme de communauté de destin. C'est un capitalisme de la raison d'être. C'est un capitalisme qui allie en quelque sorte les intérêts des actionnaires à ceux des parties prenantes, et en particulier des salariés. Et je pense que, m'adressant à vous ici, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un capitalisme qui, en quelque sorte, remet l'entreprise au milieu du débat, la considère comme une vraie entité politique au sens noble du terme, et qui porte sur ses épaules aujourd'hui la nécessité du sens. Ce capitalisme, si nous ne le mettons pas en place en Europe et nous ne l'affirmons pas, eh bien, nous laissera balloter, j'allais dire, entre les différentes forces en présence qui aujourd'hui voient en Europe une espèce de puissance faible dans laquelle, au fond, il finit de faire un peu son marché. Voilà, le capitalisme est un caméléon. On n'a jamais vu autant de facettes de capitalisme dans l'histoire du monde. Mais aujourd'hui, après cette petite fresque historique qui était quand même importante pour comprendre ce qui se passait, nous avons ces 3 grandes familles. Et la troisième étant aujourd'hui, de mon point de vue, la plus faible en intensité, mais la plus forte en potentiel. Et je vous le dis, si nous voulons sauver l'Europe dans les mois et les années qui viennent, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, eh bien, il faut que ce capitalisme se mette en place. Il faut que vous, les uns les autres, poussiez ces concepts dont on peut parler un peu plus en détail si vous voulez. Celui qui donne du sens, celui qui donne l'engagement, celui qui va faire que le management des entreprises va changer fondamentalement. On y reviendra si vous voulez. Oui, parce que la clé est là. Si nous perdons notre culture européenne, qui, à mon avis, est le plus grand ciment qu'on puisse créer entre nous, au-delà de la force militaire, politique, tout ce que vous voulez, la culture économique est notre ciment. Si nous perdons ça, je commence à avoir de sérieuses inquiétudes par rapport à la suite des événements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne le savez peut-être pas, Jean-Dominique, mais nous avions eu comme thématique, il y a 2 ans, je crois, Jean-Pierre, c'était l'entreprise-providence. Donc, ça rejoint exactement ce que vous disiez avec ce rôle de l'entreprise qui a ce côté social très important et ce côté rassembleur. On y reviendra. Et je vois Muriel, d'ailleurs, qui acquiesce, on en parlera avec elle tout à l'heure.
bascule géopolitique, ces bascules protéiformes, bascule du capitalisme aussi avec ce décryptage. J'ai envie de dire, votre industrie, comment bascule-t-elle, hein? On passe de... Hein, voilà. On parlait de temps long. Là, le thermique vers l'électrique, c'est le temps court. Hein. Oui, alors ça, pour tout vous dire, on est plongé dans cette bascule, évidemment. Une lessiveuse, hein, comme dans un chaudron. D'autant plus que je parlais tout à l'heure de crise cumulative et non plus séquentielle. Là, les révolutions que nous vivons sont également totalement cumulatives. Voilà, si je vous donne un peu une image, en gros, on est en train de traverser 4 révolutions dans notre métier, au moins 4, j'allais dire. Et qui arrivent en même temps. C'est évidemment d'abord la révolution, entre guillemets, écologique, encore que j'aime pas trop ce mot de révolution écologique, parce que c'est une longue histoire qui s'accélère simplement. C'est la première. La seconde, c'est la révolution technologique, qui évidemment est un peu liée à la première, mais qui est majeure. Il y a la révolution digitale que nous vivons tous et qui a des conséquences. Et là aussi, on pourrait éventuellement évoquer la question de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a la révolution des usages. Et quand on regarde ça, vous voyez qu'un groupe comme le nôtre est confronté, notamment en Europe, à un véritable bouleversement, une accélération de l'histoire comme on n'en a jamais connue. Course contre la montre, hein, on peut le dire. Hein. Oui, tout à fait. Sur la question de l'écologie, si vous voulez, moi, je suis de temps en temps un peu fâché parce que l'automobile a été souvent considérée comme un peu je veux dire, le mouton noir dans le monde. Un peu comme l'aérien aujourd'hui. Oui, enfin, bien plus, je crois. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a eu des moments... alors, c'est vrai, on peut pas... Il y a eu le scandale Volkswagen, qui est très bien. Ils l'ont reconnu, donc je peux leur dire clairement. Oui, mais c'était violent et c'est une énorme erreur qui a été faite à l'époque par les dirigeants de Volkswagen. Je le dis sincèrement, et d'ailleurs ils l'ont reconnu eux-mêmes, donc je ne suis pas en train de les accuser de quoi que ce soit. Sauf que le problème, c'est que ça a mis l'industrie automobile, j'allais dire, dans une situation où on ne peut même plus parler. Non, mais je ne peux même plus me parler. Je vous assure, j'ai eu des épisodes, mais je vais vous en donner 2 exemples, et puis je passerai rapidement. Je me retrouve un jour sur une scène à Berlin, je venais d'être nommé patron de Renault, et tenez-vous bien, j'étais le seul représentant de l'automobile, il faut le faire, patron de Renault, sur une scène devant la porte de Brandebourg, en Allemagne. Les Allemands n'étaient pas là. Bon, et je me retrouve à côté de moi, c'était une conférence d'un grand journal allemand national, et la surprise générale, à côté de moi, je retrouve une jeune fille qui avait 14-15 ans, qui avec des nattes très charmantes, etc., à qui on donne la parole en premier, bien sûr, et qui explique en 5-10 minutes d'un texte appris par cœur que j'étais décidément le représentant des plus grands criminels de la Terre, que le matin, en allant en classe, elle avait peur pour sa vie et que j'en étais responsable, et vous n'imaginez pas, il partait comme ça dans toutes les directions. Et le problème, c'est que à la fin de son propos, la moitié de la salle s'est levée et a applaudi à tout rompre. Bon, donc dans ces cas-là, après il faut ramer derrière. Vous n'êtes pas très à l'aise. Mais bon, donc voilà. C'est un peu mal parti. C'est un peu dur. Alors vous je dis bon là-dessus, je sais plus où je suis. Et dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que bon, alors j'ai eu un peu de voilà, j'ai très très poliment dit que j'entendais tout son propos, mais que si son agenda le permettait, parce qu'il faut toujours être poli. Je l'invitais à venir visiter les centres de technologie de Renault pour lui montrer que, en fait, ça fait quand même 100 ans que l'entreprise fait ce qu'il faut pour essayer d'améliorer la situation de l'environnement, mais qu'on ne le disait peut-être pas. Et par contre, j'ai pris un peu le ton de commandement en disant, écoutez, il y a une chose en tous les cas que je ne vous laisserai pas faire, quitte à être impopulaire, c'est de dire que les 540 000 personnes de l'Alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, se lèvent le matin pour détruire l'environnement. Je ne le laisserai pas dire ça. Silence dans la salle, mais le miracle, c'est que l'autre moitié de la salle, et peut-être un peu plus, s'est levée et a applaudi à tout rompre. Donc, je me suis dit finalement, voilà. Et le deuxième exemple, mais c'est un détail, mais lorsque la Convention citoyenne, puisque c'est un peu à la mode en ce moment, s'est réunie sur la question de l'environnement, vous devez savoir que pendant 6 semaines, 150 personnes se sont réunies autour de ce sujet et que pas un seul cadre, pas un seul salarié, pas un seul ingénieur, pas un seul président, parce qu'évidemment, de l'industrie automobile n'a été convié. Et donc, nous n'avons même pas pu parler.
Et donc, ça vous donne une petite idée de ce qui s'est sorti de cette convention citoyenne. J'avais, à l'époque, remarqué qu'il y avait peut-être une absence d'objectivité. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, la révolution écologique, évidemment, on est en plein dedans, c'est la stratégie de Renault, c'est évidemment la décarbonation. Mais de grâce, qu'on nous laisse les armes. Parce que la décarbonation, on sait faire, on saura faire. Il nous faut juste un peu de temps. Et aujourd'hui, on est plongé dedans en prenant tous les risques de la Terre, à commencer par les risques industriels français. Mais qu'on nous laisse les armes, qu'on nous laisse le choix de la technologie, qu'on nous laisse comprendre comment il faut faire, parce qu'il n'y a que l'entreprise qui saura faire ça. On peut avoir des injonctions de tous les côtés, mais qu'est-ce qui fait le travail après? C'est l'entreprise. Voilà, ça c'est la première chose. On va y arriver en termes de temps. On va y arriver, mais c'est pas gagné. Voilà. Je veux le dire simplement parce que tout autre propos serait probablement très léger. On y va, on fonce, mais il faut être lucide. Vous le savez, nous avons décidé de nous lancer dans l'électrique, ne serait-ce que pour respecter les réglementations politiques qui nous sont imposées. Et nous allons le faire, et nous allons le faire en France en plus, ce qui est quand même un sacré pari, parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà. On a vu dans les Échos, c'était il y a 3 jours, hein, oui. Bruno Le Maire et Carlos Tavares. On ferme la parenthèse. Laisse Bruno Le Maire et Tavares à leurs affaires. Je pense à Renault et ce que nous faisons. Et on va le faire avec énormément de volonté. D'abord parce qu'on a ça dans les tripes, et mon directeur général, Locademio, et moi-même avons ça dans les tripes. Et en ce qui me concerne, depuis que j'ai dirigé Michelin et que je dirige Renault maintenant, je n'imagine pas une seconde que la France perde cette industrie automobile qui a été quand même un de ses fleurons pendant des années. Parler de désindustrialisation, c'est mais on prend un risque considérable. Pourquoi? Parce qu'on va effectivement produire entre 400 et 600 000 véhicules électriques dans le nord de la France. On va mettre en place des usines de batteries, etc. Mais nous avons 2 énormes problèmes à gérer aujourd'hui, qui sont, un, le coût de production de ces véhicules, pour 1000 raisons, et en particulier l'aspect technologique des choses, ces véhicules coûtent très cher, que la compétitivité de la France aujourd'hui n'est pas encore au niveau d'autres pays, y compris en Europe. Disons-le très clairement, on a ce problème, il n'est pas réglé, il progresse, mais lentement. Et puis l'autre problème majeur, qui est à mon avis beaucoup plus stratégique, et celui qui, pendant ce temps, me réveille un peu la nuit, consiste à dire que nous nous sommes lancés dans cette aventure, mais en nous découvrant en quelque sorte de façon incroyable au monde asiatique qui, lui, s'y prépare depuis plus de 30 ans. Et je vais être simple avec vous, parce que finalement, le sujet est un peu d'actualité. J'étais le premier, je crois, il y a 4 ans, quand j'étais nommé président de Renault, devant l'Assemblée nationale et au Sénat, d'expliquer que d'ici 4 ou 5 ans, et je reprends mes propos, quelques journalistes sont en train de les reprendre d'ailleurs, parce que c'était, je disais, dans 4-5 ans, nous allons avoir un tsunami de véhicules chinois qui vont débarquer sur l'Europe, si on ne fait rien. Et ces véhicules, ai-je dit à l'époque, sont au point. Je viens de vivre comme patron de Michelin l'invasion des pneus chinois en Europe, qui ont pris 30% de part de marché en 5 ans. 30% entre 2012 et 2018. Mais la différence, c'est que ces pneus-là n'étaient pas exactement au niveau de qualité d'un pneu Michelin, et que donc la valeur ajoutée que nous pouvions faire nous a permis de maintenir. Là, c'est plus pareil. Je l'ai dit il y a 4-5 ans. Je suis content parce que, si je puis dire, 2 fois, c'est-à-dire que je l'ai dit et c'est en train d'arriver, et en plus plus vite que prévu. Voilà, donc je suis enchanté, sauf que la réalité est là. Depuis 30 ans, 25 ans, la Chine a pris en main tout ce qui était minier, a été chercher des mines de métaux partout dans le monde, en Afrique, partout. Et en plus, la Chine a dépensé des milliards d'équivalents d'euros en usines lourdes d'industrialisation de la transformation de ces métaux, ce qui est fondamental. Le raffinage du nickel, du manganèse, du lithium. Toute la chaîne de valeur, en fait. Ils ont tout. Et ils dominent entre 65 et 90% de ces métaux, du raffinage de ces métaux. Nous en sommes très dépendants aujourd'hui, beaucoup trop dépendants. Ce qui fait qu'on peut être content d'avoir des usines de batteries dans le nord de la France, et Dieu sait si on le met en place. Vercors en particulier. Vercors en plus, et pas que. Mais le problème, c'est que ces usines, elles doivent être alimentées. Et que du jour au lendemain, si nous avions une crise géopolitique, parce qu'apparemment c'est quand même un peu à la mode en ce moment, ce qui nous arrivait d'ici 2-3 ans, et vous voyez ce que je veux dire,
eh bien, nous nous retrouverions instantanément avec des usines vides. Nous n'avons pas anticipé tout cela. Nous n'avons pas cela en Europe. Et les décisions politiques qui ont été prises par Bruxelles sont ce qu'elles sont. Nous avons donné notre avis à l'époque, nous avons fait ce qu'il fallait, nous n'avons pas été suivis. On a toujours l'impression qu'on se tire un peu de balle dans le pied avec trop de normes aussi. Mais en l'occurrence, il n'y a eu aucune analyse d'impact. Juste aucune. Vous pouvez la chercher, il n'y en a pas. Et le Parlement européen a voté donc des dispositions contre lesquelles nous n'allons pas, on se comprend bien, mais qui ont été faites dans des conditions telles qu'aucune analyse d'impact économique, social, j'allais dire stratégique, n'a été faite et qu'on découvre après coup qu'en réalité, nous sommes face à un monde que nous connaissions mal. Technologiquement, on va y arriver, sauf que je viens de vous décrire les dépendances nouvelles que d'un seul coup, nous avons dévoilées au monde. Et tenez-vous bien, au moment où nous parlons, nous avons le tsunami qui est en train d'arriver avec des voitures chinoises qui sont 12 000 € de moins qu'une voiture électrique fabriquée en France aujourd'hui. C'est QFD. Qui est totalement subventionnée en Chine à cause de la maîtrise des matériaux, effectivement, subventionnée à hauteur d'environ 8 000 € par voiture. Les droits de douane en Europe sont de 10%. Quand on exporte en Chine, c'est 25%. Tout ça est sur un terrain totalement inégal. Et puis, nous sommes en train de recevoir ces voitures de tous les côtés de l'Europe. Voilà pourquoi, de temps en temps, je me réveille un peu la nuit, parce que le combat, il va y être, parce que ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on va se battre comme des fous. Les équipes de Renault, en ce moment, sont déchaînées sur ça. On est devant une situation qu'on ne veut pas subir, sauf que le vent est violent. Et donc, par rapport aux propos de tout à l'heure, pari technologique, révolution technologique, oui, mais dans des conditions, je dirais, d'inégalité incroyables que nous sommes en train de vivre. Voilà. Et puis tout le reste, je n'ai pas autant vous dire, entre le digital et les usages, là aussi, on est très, très lancé. On pourrait passer des heures. Une chose quand même, une chose, et puis je arrêterai là. Dans tout ce contexte que je viens de vous décrire, je m'excuse, avec une forme de lucidité, mais qui n'est pas du pessimisme. J'espère que vous m'avez bien compris. Oui, optimisme lucide. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas lucide, vous commencez par regarder le problème et après ça, vous êtes broyé. J'aurais aimé qu'un certain nombre d'éléments du Parlement européen aient cette lucidité. Mais bon, voilà, pas toujours. Voilà, personne n'est parfait. Mais je pense sincèrement que nous allons nous battre et que nous n'allons pas déposer les armes. Mais voyez-vous, c'est vous faire toucher du doigt que les bascules dont on parlait tout à l'heure sont parfois violentes. Voilà. Je voudrais, parce que le temps passe vite quand on est avec des personnes passionnées et passionnantes. On parlait de capitalisme responsable, ce que vous évoquiez tout à l'heure, cher Jean-Dominique. C'est la bascule que vous souhaitez pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut la décrire? Je reviens sur le Conseil national de la refondation, les assises du travail, ce que vous avez fait avec Muriel, et puis à titre personnel, hein, la bascule du dirigeant, du leader. Ce que je trouve extraordinaire avec Jean-Dominique, c'est qu'il a été directeur financier quand même. Et voilà, et c'est celui qui prône le plus le social, l'humain dans l'entreprise. Beaucoup de questions, mais on aura envie de vous garder 2 heures hein, ou plus. C'est pas pour ça que les financiers sont pas humains. Il faut quand même. Non, mais souvent on oppose les DAF au DRH. Oui, non, je crois pas. Mais pour le point, puisqu'en effet, les sujets sont tellement importants en ce moment et qui vous concernent fondamentalement, c'est que dans ce fameux capitalisme responsable dont je parlais, quand même, il y a quand même un lien entre tout ce qu'on se raconte là. Il y a cette dimension j'allais dire, de l'application numérique, comme disent les matheux. Du théorème. Oui, on fait comment? Et voyez-vous, j'ai eu la chance et l'honneur d'être garant avec Sophie Thierry, qui est une femme qui est au Conseil économique et social et notamment d'origine CFDT, d'être co-garant des assises du travail. Et je viens de remettre le rapport sur ce sujet-là fin avril. On l'a rendu au ministre du Travail. Et ceux qui ont le courage de lire ce rapport, qui n'est pas trop long, rassurez-vous, et plutôt, voilà, ça a été un travail extraordinaire qui a duré 4 mois, d'une intensité folle, comme toujours dans ces cas-là, avec vraiment énormément de personnes engagées dans le pays autour de ce thème, des ateliers très lourds, etc., menés par des référents formidables. Et puis moi, j'ai consacré tout le temps que je pouvais pour justement arriver à cette synthèse.
Et dans le débat invraisemblable qui était celui de l'époque, c'est-à-dire il y a quelques semaines, les retraites, rappelez-vous, etc., tous ces sujets-là, nous travaillions en parallèle sur ce sujet du travail. Et ce que je voudrais échanger avec vous, et ça ne va pas vous surprendre, mais moi, c'est l'intensité de ce que je vais vous dire qui m'a surpris, c'est que tout ce qui est sorti par tous les pores de la peau, de tous les intervenants qui ont travaillé sur ce sujet-là pendant ces semaines, c'est que la société française, pour faire simple, la société dit des travailleurs, mais tout le monde est travailleur. On a utilisé le mot travailleur, parce que finalement, ce n'était pas pour faire du Arlette Laguillet, c'était simplement pour montrer qu'en fait, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, quel que soit les formules, contribue et est travailleur. Tous, quelle que soit la manière dont aujourd'hui ils abordent le sujet du travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont libéraux, est-ce qu'ils sont fonction publique, est-ce qu'ils sont secteur privé, est-ce qu'ils sont, j'allais dire, sur des plateformes, etc., etc. Tous ont ressorti un immense besoin d'écoute, de respect et de reconnaissance. C'est pas compliqué, c'était là aussi une forme de tsunami. Et c'est là qu'on a compris en réalité que dans notre société française aujourd'hui, ce problème du travail dont tout le monde parle, vous avez des articles en foison, tout le monde a son idée sur la question, etc. Et en arrière-plan, ce qui n'est pas forcément compris, c'est cette espèce de soif inimaginable d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et quand je dis ça, c'est pour ça qu'on a baptisé ce rapport « Reconsidérer le travail », avec ce mot « considérer » dans toutes les facettes de ce que l'on peut imaginer. C'est passionnant. C'est passionnant parce que là, vous rejoignez très directement la question du capitalisme responsable. Vous rejoignez directement la question du sens. Vous rejoignez directement la question de la responsabilisation. De la confiance. S'il y avait un mot qui devait sortir de tout ça, c'est la responsabilisation. Ce besoin énorme, cette attente énorme qui, en son absence, explique une grande partie des choses qu'on a vues dans le film au début de cette séance. Quand on parle de disconnecting, de la fuite devant le travail, devant de fait, je veux dire des statistiques effarantes, hein, qui expliquent aujourd'hui 25%, un peu moins des Français considèrent que le travail est important. Il y a 30 ans, ils étaient quand même 70%. Il y a une chute brutale. Quand vous savez, quelles que soient les statistiques, on prend qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Français considèrent que le vrai sujet, c'est les salaires. Le reste, de toute façon, c'est foutu. Quand vous considérez que, là aussi, une grande majorité considère que le travail est une contrainte et pas un épanouissement, il faut quand même s'inquiéter 2 secondes. Et derrière ça, vous retrouvez avec une logique absolument imperturbable la question de la nécessité de donner du sens, d'avoir une raison d'être, de la mettre en œuvre, ce besoin de respect de l'éthique, ce besoin de cohérence entre lorsqu'un dirigeant dit quelque chose, ça se passe vraiment dans son entreprise. Ce côté devenu insupportable pour la plupart de nos décalage, compatriotes, en fait. du décalage qui peut exister. Et allez, il faut se le dire aussi de façon lucide, il existe encore. Voilà. Parce que si on me dit le contraire, je ne vous croirais pas. Je sais très bien, y compris dans les entreprises que j'ai eu l'honneur de diriger, ça existe aussi. Et que donc, le grand mouvement que nous devons mettre en œuvre, c'est cette révolution managériale qui fait finalement la colonne vertébrale du rapport des assises du travail. Ça va vous étonner, mais c'est comme ça. Et c'est très passionnant parce que ça a fait l'unanimité et le consensus. Donc je suis ravi au moins de ça, pourvu qu'on s'empare du sujet maintenant et qu'on le mette en œuvre et que la nation, dans un espèce de nouvel élan vers un nouveau concept d'accord, nation, économie, etc., prenne ce thème et en fasse une vision nationale. Voyez-vous, à l'époque, on se dit, mais on cherche des visions nationales. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce pays qui connaît tant de problèmes, de troubles, en voilà une. Eh bien, je vous dis, en voilà une. Et si nos autorités politiques, au plus haut niveau, s'emparaient de ce sujet et ne mettaient la notion de responsabilité comme étant une vision nationale à 10 ans d'ici, ben je vous assure qu'on changerait la donnée. Je vais peut-être vous paraître rêveur, mais je ne suis pas tant que ça. Parce que je sais très bien ce que ça donne dans une entreprise quand on met vraiment en œuvre ce concept qui n'a rien à voir avec l'autogestion. Ne nous y trompons pas. C'est une autonomie encadrée, intelligente. C'est une autonomie qui fait que les équipes sont responsables d'une tâche dans un cadre défini par les directions générales, mais que dans l'exécution de cette tâche, elles trouvent les moyens, elles, de le porter. Le gros problème, c'est le monde managérial, c'est le monde syndical qui, dans ces cas-là, a du mal à trouver ses marques
Et quand je pense aux managers, et je sais à qui je m'adresse ici, vous le savez, un renversement de culture, pour ne pas parler de révolution culturelle, parce que ça se termine souvent très mal, mais un renversement de culture de cet ordre-là est quelque chose de très lourd, très, très, très difficile à mettre en œuvre, qui demande du temps, de la formation et surtout de l'exigence et de la pérennité. Voilà. De l'opiniâtreté. Mais quand on le fait, et c'est valable pour tous les niveaux, si vous saviez les visages des responsables de la fonction publique à qui on adressait ces conclusions, etc., et nos réflexions, c'était incroyable. Ces gens-là nous disaient, mais on a tellement besoin de ça. Et voyez-vous, qui le dit? Qui parle de la fonction publique quand on parle de ça? C'est un monde immense en France, on le sait. Mais le management de la fonction publique aujourd'hui, mais c'est juste, enfin, les malheureux, c'est épouvantable. Voilà. Et le secteur privé va beaucoup mieux de ce point de vue-là, mais encore un immense chemin à faire. Je vous le dis comme ça. Voilà, donc cette révolution managériale, c'est le cœur du sujet. Et là, je suis prêt à vous en parler pendant des heures, mais je parle beaucoup trop. Mais parce que c'est vraiment en lien avec tout ce que l'on a écrit sur la raison d'être, sur tout ce qu'on a écrit sur la colonne vertébrale des entreprises, le sens, l'humain, tout est là. Et c'est, à mon avis, la France qui pourrait bien donner un peu l'exemple, comme elle l'a souvent fait dans l'histoire, à travers cette révolution managériale. Voilà. Alors, cher Jean-Dominique, par rapport à ça, justement, le rôle du leader, on parle beaucoup du leader, vous le disiez, le manager, dont on parlait à l'instant, des injonctions qui sont contradictoires, paradoxales, le Covid est passé par là, on y reviendra avec Muriel tout à l'heure. Vous qui gérez 3 entreprises, un groupe, je oui, suis pas seul, ouais. Certes, mais on est dans le multiculturel, une alliance qu'on dit apaisée aujourd'hui. Le rôle du leader, vous avez coutume de dire, plus on est dirigeant, plus on est DRH. Oui, bah de fait, si vous voulez, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais on le sait bien ici. Je sais que dans toutes les évolutions dont je parle, celles que j'ai eu la joie de mettre en œuvre, notamment quand je dirigeais Michelin, cette responsabilisation d'entreprise, ça a quand même duré 8 ans, hein, et c'est pas encore fini, mais quand j'ai quitté Michelin, c'était dans une situation de non-retour. C'est mon environnement RH qui m'a porté. C'est pas compliqué. Le grand vecteur maintenant de cette vision qu'on peut partager ensemble, et vous voulez bien, c'est bien entendu les ressources humaines. Alors, j'aime pas beaucoup le mot ressources humaines, mais enfin, c'est comme ça. Richesse humaine, appelez-la comme vous voulez. Mais bien sûr, et le bras du dirigeant qui met en œuvre une révolution culturelle de cet ordre-là dans une entreprise, c'est bien entendu le patron des ressources humaines et toute l'équipe sociale. Parce que c'est un gigantesque travail autour des personnes, un bouleversement du rôle des uns et des autres qui, franchement, est très difficile à mettre en œuvre. On s'est compris, pour nous, maintenant, le manager cesse d'être hiérarchique. Et qu'on ne me dise pas que ça n'existe plus, c'est pas vrai, ça existe énormément. Cesse d'être hiérarchique, de commander le matin, contrôler le soir, et devient un développeur de talent, c'est-à-dire quelqu'un qui se met, non pas en retrait, mais qui confie une tâche à une équipe autonome et qui va résoudre les problèmes de cette équipe. Et sa principale tâche consiste à résoudre ces questions, et tant qu'ils ne sont pas résolus, son travail n'est pas fini. S'assurer également que les talents de l'équipe se développent, soient formés correctement, un immense sujet de formation. Les compétences. De compétences, et là vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais moi c'est un des sujets les plus stratégiques de l'époque que l'on vit. Et donc ce rôle du manager change, je veux dire, s'anoblit en quelque sorte par une transformation de son rôle. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que c'est souvent complètement orthogonal à la nature humaine. Et d'une manière générale, cette évolution-là ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, c'est comme ça, et il faut le savoir. Et c'est pas la faute des gens, c'est parce qu'ils ont été habitués à autre chose pendant 30 ans, etc. Et qu'ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Voilà. Mais alors, quand même, quand ça se met en route, mais alors qu'on ne me parle pas de blocage devant le travail. Mais attendez, mais les gens en rajoutent. Mais c'est tout ceci, c'est pour ça que ça me fait mal quand je vois ça et que je lis partout que les gens désertent. Il n'y a rien de plus faux. Les gens ne demandent
que ça. Les gens sont ravis de bosser, mais qu'ils aient du sens, qu'ils comprennent pourquoi ils se lèvent le matin pour les bosser et qu'ils se retrouvent dans un environnement où ils se sentent non seulement épanouis, mais responsables. C'est-à-dire, et c'est très difficile, non seulement qu'ils sont, je dirais, ils ont la tâche sur les épaules, mais qu'ils en rendent compte. Et là, c'est plus dur. Parce qu'ils doivent en rendre compte en acceptant l'idée que si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on sait à cause de qui. Et là, encore une fois, je pense que vous savez ce que je veux dire, c'est tout de même pas forcément dans la nature humaine. Voilà. Et donc cette responsabilisation dont je parle, elle est complexe. Parce que c'est encore une fois pas simplement de l'autonomie donnée, c'est de la responsabilité reçue, et là, c'est plus compliqué. Mais avec quand ça marche, le bon feedback. c'est extraordinaire. Ouais. Avec, oui. avec le bon feedback, Bien qui est sûr. essentiel. Bien sûr. Ouais. Voilà. Alors là, c'est un sujet majeur. Je reviens au thème général, parce que finalement, après toutes ces fresques mondiales, etc., il y a un moment où on touche le cœur du truc. Et je pense qu'il n'y aura pas de capitalisme responsable dans nos pays, et notamment en France, si on ne passe pas par cette transformation managériale qui, à mon avis, est juste, tout simplement, au cœur du sujet. Voilà. Et je suis ravi d'avoir conclu les assises du travail dans ce sens. On peut applaudir et remercier Jean-Dominique Senard. Merci, Sergent Dominique. Je suis sûr que vous avez des questions, des réactions mises en perspective. Jean-Dominique nous a donné des clés. Ce retour d'expérience était un moment privilégié. Encore une fois, merci. Qui veut réagir? Qui a envie de... Lionel, on va te laisser la parole. Et c'est Karine qui te tend le micro. Merci. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, si possible. Ouais. Donc, je suis bavard, c'est terrible, c'est un petit risque. Lionel Prudhomme, donc directeur de l'école IGSRH. Il y a une question sur justement sur la technologie, parce que là on est full speed, si vous me permettez l'expression, sur le moteur électrique. Mais qu'en est-il du moteur à hydrogène? Parce que là, en fait, on est quand même, si on a bien compris votre fresque géopolitique, on est entre les mains quand même chinoises sur tout ce qui touche à cette technologie. J'ai l'impression qu'on a plus de moyens et plus la maîtrise de l'hydrogène, enfin en tout cas on peut l'avoir. C'est quoi le point de sortie? Je vais essayer de faire une réponse courte, même si le sujet est compliqué. Oui, vous avez raison, et encore une fois, nous sommes là pour mettre en œuvre des réglementations, et on est conscient aussi qu'il y a quelques vertus derrière l'électrification globale. La seule chose, c'est qu'on est complètement conscient aussi des limites du système, et que j'ai exposé un petit peu les vulnérabilités et les risques que nous vivons. Très bien. Je pense au fond de moi-même qu'il y aura d'ici une petite dizaine d'années plusieurs voies à la mobilité. Il n'y en aura pas qu'une. L'électrification sera une voie, c'est sûr, elle est en train de monter en régime, notamment en Europe, hein, puisque c'est l'Europe qui est très en pointe dans ce sujet-là. D'ailleurs, en s'étant exposé de façon plus risquée, mais très en pointe. Mais ce ne sera pas la seule. Parce qu'à mon avis, ça sera très difficile qu'elle soit la seule. On sous-estime les besoins considérables d'énergie primaire qu'il faut mettre en œuvre pour que l'électrification de la mobilité, entre autres, puisqu'elle n'est pas la seule, il y a aussi l'électrification de l'ensemble des usines, etc., etc. On sous-estime les immenses besoins d'énergie nécessaires. Oui, il va falloir la produire, cette électricité. C'est invraisemblable. Vous n'imaginez pas, personne ne dit aujourd'hui qu'une usine de batterie consomme une quantité d'énergie primaire considérable. Qui dit que la moitié de l'usine électrique de Douai que nous sommes en train de mettre en place consomme, pour fonctionner, c'est-à-dire pour l'équivalent de 200 000 voitures derrière, c'est-à-dire un tiers de ce que l'on imagine de faire dans le Nord, ça consomme un peu plus que la ville de Fréjus en électricité. Qui le dit? Bon, donc il faut faire attention, parce que derrière, quand on parle d'électrification, on oublie aussi tout ce qui est en amont, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour l'extraction des mines. C'est colossal. Là, on parle d'équivalent de mégalopole. Tout ça est ignoré. Voilà. Donc là où j'en viens, c'est que devant la réalité, on va se retrouver peut-être un jour en disant on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie primaire pour générer de l'énergie secondaire qui est l'électricité. Et si ce risque existe, on a un énorme sujet. Donc, il faut ouvrir les voies. Celle de l'hydrogène en est une.
Heureusement, l'Europe a pris le taureau par les cornes et commence à se dire que c'est peut-être une façon de récupérer de la souveraineté. Donc il faut encourager ça. Sur le plan pratique, Renault a une activité hydrogène que l'on a fait en JV avec une entreprise, la première entreprise mondiale qui s'appelle Plug Power, et qui, à Flins aujourd'hui, usine qu'on a sauvée grâce à ça, entre autres, va générer non seulement des piles à combustible, mais aussi des stations de recharge et aussi l'hydrogène vert. C'est vous dire, j'ai été l'autre jour inauguré le premier électryseur, si je puis dire, fabricant d'hydrogène vert à Flins. Donc c'est une voie. Elle n'est pas encore totalement économique, mais elle va pas tarder à l'être. Et la troisième voie, c'est à laquelle nous croyons beaucoup chez Renault, c'est la voie du carburant alternatif qui viendra alimenter tous les moteurs thermiques existants dans le monde. Et je vous le dis, le thermique dans le monde, il y en a pour 70 ans minimum, mais qui viendra rapidement alimenter les moteurs thermiques avec un niveau de décarbonation parfait. Voilà où nous en sommes. Je pourrais parler longtemps de cette question des carburants alternatifs. C'est de l'hydrogène et du CO2 capturé qui donne un gaz de synthèse qui, une fois alimentant les moteurs thermiques existants, aboutit à une décarbonation absolue. Voilà, donc il y aura 3 voies, au moins. Et je pense qu'en 2030, 2035, vous verrez que ce que je dis là sera vraisemblable. Oui, d'autant que ce que vous dites se révèle exact quelques années plus tard. Charles-Henri. Charles-Henri Cerdésor, émérite HEC. Vous avez intégré une entreprise que, un jour, je vous ai entendu qualifier Renault, quand vous êtes arrivé, d'un management quand même qui n'était pas celui de Michelin, pour dire les choses poliment. Comment se passe l'implantation de la démarche de responsabilisation chez Renault aujourd'hui ? Elle se passe un peu différemment que celle que j'ai pu mettre en œuvre chez Michelin, parce que le contexte que nous venons de vivre depuis 4 ans était, on va dire, pour le moins chaotique. Il est en train de se normaliser dans le contexte que je viens d'évoquer. Mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, l'entreprise était juste, je dirais, presque un peu un négatif du positif que je venais de vivre. Et c'était donc extrêmement difficile de prendre le taureau par les cornes, puisqu'on avait en plus de la crise de l'Alliance, une crise économique de Renault, un gigantesque problème stratégique qui s'alliait au problème de management. Donc aujourd'hui, pour essayer d'accélérer l'histoire, non seulement notre équipe RH, etc., est complètement impliquée dans tous les travaux que nous faisons en général sur la question du management, mais on y arrive en donnant de la responsabilité à des groupes que nous créons à l'intérieur de l'entreprise qui ont des tâches particulières. Lorsque nous créons Ampère, qui est une société qui sera une société donc en France, qui sera consacrée intégralement à l'électrique, nous créons une entité avec son propre compte de résultats, ses propres équipes, ses propres maillots, comme dit mon directeur général, et qui va se sentir responsabilisé de ça. On va faire la même chose chez Alpine, c'est déjà le cas. On fait la même chose dans l'unité nouvelle que nous créons avec nos moteurs thermiques et l'arrivée d'un grand pétrolier mondial qui va nous apporter toute sa science sur le carburant alternatif. Nous faisons la même chose sur nos unités qui fabriquent des véhicules utilitaires. Nous créons donc ces entités, y compris les entités de service, Mobilize, etc., avec des équipes de Renault qui font partie du groupe, évidemment complètement, c'est la même raison d'être, nous n'y trompons pas, mais qui ont une forme décentralisée de responsabilisation, etc. Ça accélère l'histoire. Chaque fois que l'on fait ça, c'est-à-dire que les gens d'eux-mêmes autogénèrent ce besoin de responsabilisation et le mettent en place à la limite de façon presque plus naturelle. Il y a une fierté d'appartenance au groupe et cette responsabilisation oui, pour les unités. Toujours. C'est comme ça que c'est une forme d'autonomie que l'on donne à ces équipes-là, vous comprenez ? Et donc elles se responsabilisent. Et en général, à ce moment-là, le phénomène se décline. Cascade. Qui a une dernière question ? Et après, on va se retrouver dans les jardins pour échanger oui. En proximité. Oui, bonjour. Oui, je vous en prie. Oui, allez, on va prendre peut-être 2 ou 3 questions, et puis j'essaierai d'y répondre très vite, mais je ne voudrais pas que... Oui, bonjour, Eric Spielmann, DRH GCC. Vous avez parlé de 3e voie entre le capitalisme d'État et le capitalisme anglo-saxon, avec la raison d'être, etc. Tout cela est exact, c'est intéressant.
Mais comment réformer l'actionnariat français? Parce que tant que les sociétés appartiendront au capitalisme étranger, à des investisseurs d'État ou à des investisseurs... comment révolutionner et faire cette troisième voie? Parce que l'actionnariat est fondamental. Oui, non, bien d'accord. Donc ça, c'est tout le sujet du partage de la valeur, et là-dessus, on va en parler avec Thibault on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez en parler probablement, oui, parce qu'il a écrit des choses là-dessus, mais c'est une des dimensions majeures, en effet, de cette question-là. Je suis d'ailleurs parfois plus porté sur la nécessité d'augmenter la participation et l'intéressement, mais cette dimension-là est majeure, je ne vais pas vous dire le contraire. D'ailleurs, en plus, chez Renault, nous avons décidé de monter jusqu'à 10%, de façon absolument déterminée, 10% du personnel qui devra être actionnaire de Renault d'ici 2030. On est bien parti, on est à 4,5%, et on va faire tous les ans. Voilà, une dynamique. Donc, vous avez raison, en France, l'épargne est considérable. Elle est de l'ordre de 5 700 milliards d'euros d'épargne. L'investissement dans les actions cotées, c'est 5%. D'accord, de ça. Bon, c'est juste pas possible. Il faut absolument réorienter l'épargne française vers les entreprises. Nous manquons dans notre économie de capitaux propres en relatif par rapport aux autres pays dans le monde. Donc il faut le changer. Un des moyens de le faire, c'est évidemment ça. Mais pour réorienter cette épargne, je m'excuse, je vais vous donner une raison qui malheureusement n'était pas celle que vous avez en tête, mais il faut commencer par remettre de l'ordre dans les finances publiques françaises. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous sommes tellement endettés, et cette dette qui est en train de monter tous les ans, du déficit budgétaire qui est de l'ordre de 150 milliards d'euros cette année, et qui risque de diminuer très lentement dans les années qui viennent. Cette dette augmente, et tenez-vous bien, l'essentiel de l'épargne française est orienté à travers l'assurance vie, à travers, je dirais, les dépôts réglementés, vers le financement de la dette du pays. Le jour où on commencera à pouvoir libérer de cet effet d'éviction l'épargne française, elle pourra commencer à envisager de se rejoindre dans la... Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe, et je vous assure, excusez-moi de vous donner une cause racine, mais celle-là, elle est très solide, c'est comme ça. Votre épargne est pour l'essentiel investie dans le financement de la dette souveraine. Il faut donc commencer par modifier. Alors c'est une vaste tâche, je ne vais pas élaborer là-dessus. Autre question. Oui, je vous en prie. Vous avez parlé du capitalisme responsable, qui est quelque chose qui, moi, fait partie de mon ADN, en tout cas de ce en quoi je crois. Au-delà de la raison d'être, de la capacité à donner une vision, de la capacité de développer nos ressources. Nathalie Bonnecarrère, d'RH Dexia. Pardon, je ne vois pas d'ici. Je me pose la question de l'exemplarité et de la capacité à permettre à un dirigeant ou à un DRH d'assurer un certain futur digne à nos collaborateurs. Et je pense notamment au sujet de la retraite. Aujourd'hui, on a, et je ne remets pas du tout en cause la nécessité de cette réforme, mais de l'implémentation au sein des entreprises. Donc on va avoir une durée qui s'allonge. On voit, pour être cadre, ce que ça nécessite en termes de préparation d'études. Comment finalement s'assurer que nos cadres puissent avoir la possibilité jusqu'au bout de s'épanouir, de transmettre, de développer les compétences de leurs collaborateurs, et que les futures générations voient l'exemple a été le traitement des aînés. Oui, alors, parce que je vois très bien votre point. Nous l'abordons d'ailleurs dans le rapport sur les assises du travail. C'est un point majeur, hein, la question de la fin de carrière, indiscutablement les traitements, comme on a dit aujourd'hui, des seniors, une expression qui est toujours intéressante. Il y a une évidence qu'il faut traiter ce sujet maintenant à fond dans notre pays, et par voie probablement d'accord, je dirais, interprofessionnel. La dignité des personnes commande que l'on les fasse quitter l'entreprise de façon progressive. Que bien entendu, ils puissent être les tuteurs qui convient pour les générations qui suivent. Et pour une raison simple,
Et il faut d'ailleurs les aider pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que leur rémunération soit en gros compensée, même s'ils travaillent moins longtemps. Il faut que l'entreprise et l'État participent à cette compensation. Il s'agit d'une question de dignité humaine. Et une des raisons pour lesquelles je n'hésite pas, moi qui suis quand même plutôt libéral, à dire que l'État doit intervenir aussi pour aider l'entreprise dans ce domaine-là, c'est qu'en réalité, les coûts supplémentaires que cela pourrait représenter pour la communauté que nous sommes seraient largement compensés par des économies qui seraient faites dans le domaine de l'assurance médicale et sociale. Parce que nous savons tous très bien que les seniors qui quittent brutalement l'entreprise, parfois trop tôt, etc., génèrent beaucoup plus que d'autres des questions de problèmes de santé chroniques, et le coût pour la communauté est considérable. Simplement, on ne le mesure pas. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous fonctionnons en silo et que l'on n'est pas toujours capable d'être transversal et d'expliquer que finalement, une disposition de ce genre serait en fait très intelligente sur le plan humain et en plus économique. Voilà, je m'arrête là parce que ça ferait trop long, mais sachez que c'est fondamental. Et j'ajoute juste une chose. Madame, n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes aussi là dans un domaine de bascule et que nous sommes de plus en plus dans la situation où aujourd'hui, assez curieusement, ce sont les jeunes qui apprennent aux seniors des choses qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. Vous le savez très bien, la révolution digitale, la révolution informatique, la révolution de l'intelligence artificielle est en train de bouleverser ce que je viens de vous dire. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler parce que ça, c'est un énorme sujet qui est en train de bouleverser un tout petit peu ce que je viens de Le dire. smartphone sur roue, c'est-à-dire la voiture, c'est bien ça. Oui, enfin, Entre c'est autres. un peu plus compliqué. On va s'arrêter là. Je vous propose déjà d'applaudir, de remercier sincèrement. Merci, cher Jean-Dominique. Merci.